bienvenue les voyageuses, les voyageurs pour ce nouvel épisode. C'est le 7e si je me trompe pas et déjà quelques petites nouvelles concernant le stage de Bordeaux, ça s'est bien passé. Je vous invite naturellement à voir la vidéo qui sera postée prochainement, soit vendredi, soit samedi. Autrement, bien sûr, c'est la Black Friday, donc on fait comme tout le monde, on fait une offre. C'est comme ça que ça fonctionne en tout cas, il y a une offre en effet de moins 100 € sur le billet, atelier sortie hors du corps pour Lyon et pour Paris la session 2. Je vous laisse avec les informations comme d'habitude dans la description, profitez-en tant que ça dure, c'est jusqu'au 26 novembre. Et nous on va continuer avec Sylvan Muldoon. Je rappelle, c'est une série de vidéos qui a lieu le jeudi où je lis des passages du livre de Sylvan Muldoon qui est un voyageur qui a vécu dans les années 20 et qui est un grand voyageur quand même, parce qu'avec sa 50aine de sorties hors du corps, il nous a quand même pondu un sacré ouvrage. Je pense qu'il a un peu exagéré, qu'il en a fait un peu plus que ça. Et nous on est au chapitre 3, le but c'est non pas seulement de lire, mais que je commente avec les yeux des voyageurs hors du corps modernes, ou en tout cas les miens. On va continuer, donc ce chapitre 3 est autour de la projection hors du corps et de l'itinéraire de ce qu'il appelle le fantôme. Bon bah textuellement c'est itinéraire suivi par le fantôme lors de la projection. Donc on va lire ça, une partie en tout cas. C'est parti. Je crois être le premier à déclarer nettement que la volonté subconsciente propulse le fantôme suivant un itinéraire spécifique et que la position du corps physique au moment de la projection gouverne invariablement la direction dans laquelle le double le quittera. Quand une personne se trouve au repos dans une position horizontale, le corps astral quittera le corps physique dans une direction verticale, d'une façon rigide et strictement parallèle au corps matériel. En règle générale, toutes les parties des deux corps se séparent simultanément. Le corps éthéré s'agite sur toute sa longueur ou plutôt vibre, non pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Ah! Excusez-moi d'un commentaire aussitôt. Oui, ça on est d'accord, il vibre non pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Et d'ailleurs, c'est basé sur ça, l'exercice du vélo, Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. C'est parce qu'on a remarqué en fait une sorte de vibration qui va de haut en bas, vibration, vombrissement, son, pulsation, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez mettre comme mot, comme adjectif, ou qu'importe, il y a un truc qui va de haut en bas. Et en effet, quand on est couché à l'horizontale, force est de constater que le corps éthéré, comme il l'appelle, va à la verticale, comme si c'était bloqué. Bon, après, je peux très bien me coucher sur la gauche, sur la droite, sur le dos. Ça me semble assez logique en fait, au final. Je pensais qu'il parlait véritablement de position un peu plus précise que ça, mais à l'horizontale, oui, je suis plutôt d'accord. Continuons. Habituellement, cette progression ascensionnelle est lente, le corps astral avançant à peine de quelques centimètres et retombant souvent. Après une séparation d'environ 1 pied, il commence à zigzaguer. Le corps astral finira par atteindre de cette façon une hauteur variant de 3 à 6 pieds au-dessus de son enveloppe. À ce moment, la force de redressement commence à opérer. La partie inférieure, c'est-à-dire les pieds, commence à se baisser, tandis que la partie supérieure, la tête, se redresse, ce qui dresse le fantôme debout. Tout se passe comme s'il y avait un axe au centre du corps. Il arrive que le contrôle subconscient n'élève pas le fantôme directement au-dessus de son enveloppe, mais qu'après l'avoir élevé à une hauteur d'environ 5 pieds, il le pousse en l'air, toujours à l'horizontale, pour l'abaisser ensuite à la verticale. Le tremblement cesse lorsque le redressement commence. Le mouvement en zigzag redevient alors un balancement de gauche à droite. Si le sens de la vue fonctionnait à ce moment-là, on pourrait apercevoir dès le début une sorte de halo versicolore. Tel est l'itinéraire invariablement suivi par le fantôme lorsque l'extériorisation se produit alors que le corps est en position horizontale. L'ensemble du processus peut se dérouler rapidement ou se prolonger. Si l'extériorisation se produit alors que le corps physique est dans une position verticale, la phase horizontale s'en trouvera supprimée puisque le corps éthéré sortira du corps matériel déjà debout. La projection astrale n'est guère différente d'un autre phénomène qu'on a appelé le passage et qui se produit au moment de la mort, du moins en ce qui concerne le comportement du corps astral. Le passage signifie
plus simplement, le transit du corps plus pur, abandonnant sa position de concordance avec son enveloppe physique, alors que les mouvements du corps astral sont similaires dans la mort comme dans l'extériorisation. Il y a dans ce dernier phénomène un élément qui est absent dans la mort, la présence d'une ligne vitale de force reliant le corps physique à sa contrepartie astrale. Cette ligne de force est appelée corde astrale ou câble astral, et la persistance de sa présence marque la différence entre la projection dans le cas de mort et la projection qui ne débouche pas sur celle-ci. Dans la mort, comme dans la projection astrale, le fantôme peut rester inconscient pendant quelque temps. Certains, paraît-il, reprennent rapidement conscience. Certains existent pendant un temps dans la phase de rêve, d'autres demeurent inconscients un long moment, et certains ne goûtent jamais la mort, comme dit le Christ, jamais même le sommeil. Imaginez par exemple un soldat marchant droit devant lui, consciemment tendu vers le but à atteindre. Si alors qu'il s'y précipite, un projectile devait brusquement le déchiqueter et le tuer, instantanément le corps astral continuerait à marcher pendant un moment, ignorant le fait qu'il est physiquement mort. Très bien, alors concernant ce paragraphe, petit commentaire, je suis plutôt d'accord, je vis mes expériences de sortie hors du corps de la même façon. Quand je suis à l'horizontale, je sens que je suis un point de conscience, une boule de conscience qui s'extirpe, comme si une substance s'extirpait de mon corps physique. J'effectue un trajet, peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, comme ça, complètement à la verticale, et au bout d'un certain temps, mon point de vue se redresse. Lui qui était au départ à l'horizontale parce que je l'étais avec mon corps physique, se retrouve à la verticale lui aussi, comme s'il pivotait. C'est à ce moment-là que le déplacement est débloqué et qu'on peut se mouvoir là encore de quelques mètres avant que la vue ne se débloque complètement. Sauf si bien sûr vous êtes dans un cas où la glu vitale vous enveloppe de façon un peu plus prégnante, vous empêchant d'avoir accès à vos perceptions de façon automatique. Il y a aussi d'autres sorties hors du corps où je suis juste en fait un point de conscience qui s'extirpe en effet et qui continue son ascension jusqu'à atteindre par exemple le toit du 6e étage, etc. Donc ces deux façons de sortir à l'horizontale, je suis plutôt, alors que le corps physique est à l'horizontale, je l'ai vécu et je suis plutôt d'accord avec lui dans ce cas-là en effet. Pour la corde astrale, le câble astral, je ne serais pas aussi sûr que lui. On ne peut pas dire que la sortie hors du corps équivaut obligatoirement à la présence du câble astral. Parce qu'il faudra y faire attention à chaque sortie hors du corps, et à chaque sortie hors du corps, on a d'autres choses à faire. Les quelques fois où j'y ai prêté attention, en effet, il y avait un câble astral, ou en tout cas quelque chose qui y ressemblait, qui est préhensible, que vous pouvez prendre avec vos mains, surtout au niveau de la nuque. Néanmoins, il y a des expériences où je ne l'avais pas. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une forme pensée, d'une croyance qui se matérialise, qui a besoin justement de vraiment acter le fait que je suis toujours ancré dans la matière, ancré dans mon corps physique, par ce moyen symbolique qu'est ce cordon ombilical? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que automatiquement ça invalide votre sortie hors du corps. Ça, c'est important de le connaître. Je continue avec ce paragraphe intitulé « Quelques symptômes d'extériorisation astrale ». Ça peut être intéressant. Peut-être vous souvenez-vous maintenant d'avoir expérimenté un ou plusieurs des stades élémentaires de la projection astrale. La sensation d'adhérer, d'être englué, ou celle de flotter, de tourbillonner, de zigzaguer, de s'élever, d'éprouver les soubresauts de l'état hypnagogique, ou encore l'impression d'avoir le cerveau vide, une sensation d'avoir le souffle coupé peut-être. Ces choses vous sont peut-être souvent arrivées alors que vous n'en étiez pas conscient. Si vous en prenez conscience, le médecin mettra probablement cela sur le compte des nerfs. Il est simple de dire à un patient qu'un tel phénomène est provoqué par les nerfs. Quant à lui dire comment les nerfs provoquent ces phénomènes, c'est une autre histoire. Les nerfs provoquent ces singularités parce que l'astral n'est plus en parfaite concordance avec le physique. Qu'est-ce que le vertige? C'est un état de relâchement du corps astral. Qu'est-ce qui fait que le corps astral se relâche? Beaucoup de choses. Un coup sur la tête, un fonctionnement anormal des organes vitaux,
Indépendamment des causes, le vertige indique que le corps astral n'est pas en harmonie avec le physique. Quand nous avons un vertige, nous titubons parce que le corps astral est relâché et partiellement désireux de quitter le physique. Le fait de tournoyer provoquera le vertige parce que cela fait se relâcher le corps astral. À ce sujet, il est intéressant de remarquer que les fakirs, notamment tournoient, souvent afin de réaliser l'extériorisation astrale. Une expérience qui n'est pas rare non plus est de s'éveiller la nuit et de voir l'espace d'un instant une copie de soi-même planer à un pied au-dessus de soi. Diaphane, couché dans une position horizontale, le corps tremble comme s'il se reposait dans les airs. Un instant plus tard, on se réveille en sursaut. Dans ce cas, le corps éthéré était à près d'un pied de sa concordance avec le physique. Je parle d'éthéré, non que je pense le corps astral composé d'éther, mais parce que c'est ce terme qui est souvent employé par d'autres qui, eux, le croient. Mais, direz-vous, j'ai vu cela à partir de mon œil physique, c'est exact, mais l'esprit conscient n'était pas dans le corps physique. Je m'emploierai plus loin à expliquer comment les sens peuvent avoir des lubies. La perception de la sensation visuelle est venue de l'esprit conscient qui se trouvait dans le corps au-dessus de vous, où vous étiez réellement, et a voyagé au travers du câble astral jusqu'à votre œil physique. Ça, je serais plutôt tenté de le penser aussi. C'est très intéressant ce qu'il dit là. Je serais d'accord avec lui, ouais. Il se peut qu'il y ait de toute façon de l'information qui remonte de toute façon au cerveau, ça c'est tout à fait obligatoire, il me semble, bien que une partie, et la partie la plus étrange selon bien sûr les lieux qu'on a visités, soit complètement délocalisée dans une forme de base de données difficile d'accès. Mais néanmoins, je pense personnellement que le gros du voyageur du corps peut s'engrammer dans la chair et dans le cerveau. Et donc les perceptions et les sensations eux aussi. Donc c'est très intéressant ce qu'il dit. Les autres signes d'une extériorisation astrale sont la catalepsie, le refroidissement du corps, les rêves de chute ou de vol, les rêves de la tête qui cogne. On peut voir des lumières, des images, des personnages, entendre des sons de toutes sortes, allant de sons inarticulés jusqu'à de merveilleux effluves musicaux. Dans son ouvrage Projection astrale, M. Prescott Hall a résumé ses propres expériences sur le sujet de la façon suivante. Les objets les plus précis que j'ai vus ont été un profil grec ainsi que la tête enturbanée et les épaules d'un hindou. Ils étaient parfaitement distincts. Ensuite un objet rouge brillant. En troisième lieu, des lumières bleues larges et rondes. Quatrièmement, une petite lumière bleue et jaune. Cinquièmement, des paysages parfois bicolores et parfois en couleur naturelle. Sixièmement, des espaces lumineux ou des assemblages de brouillard ou de couleurs, fréquemment des silhouettes de personnages, mais sans détails précis. Septièmement, des corps de formes irrégulières de toutes sortes, de couleur blanche et généralement aperçus dans un coin du ciel bleu ou des corps en papier tissu. Cela étant, peut-être les visions les plus rares et demandant le plus d'efforts de production, les sons principaux entendus étaient les suivants. Un sifflement semblable à celui de la vapeur qui s'échappe, des notes de musique, égrenées, des phrases musicales généralement inconnues de l'auditeur, des cantiques ou d'autres airs connus, des harmonies, souvent très belles, deux ou plusieurs notes alternant en séquence régulière, le son d'une cloche ou de plusieurs, parfois en harmonie, des bruits métalliques pareils au martèlement d'une enclume. Il n'est pas inhabituel au début d'une projection d'entendre des bruits apparemment lointains qui paraissent familiers au sujet, un peu comme si quelqu'un d'éloigné appelait d'une voix mélodieuse. On a aussi la sensation très particulière que quelqu'un d'invisible vous souffle au visage, ou encore qu'un doigt également invisible vous touche la gorge, la bouche, le nez, provoquant une sensation de chatouillement. Je vais finir là-dessus, et je finirai par dire que tout ce dont il parle là reste quand même des sensations qu'on peut avoir en phase hypnagogique. Donc je ne serais pas d'avis de prendre ça comme étant des indicateurs vraiment fiables, pour dire « ah là là, que vous faites une sortie du corps, c'est sûr et certain ». Ça reste très léger, hein, c'est vraiment des épiphénomènes et on peut s'y perdre. Et voilà. Néanmoins, il est vrai que lors de la phase de l'état vibratoire, il y a en effet des bruits qui peuvent apparaître, qui sont certes familiers. Ça peut être le martèlement de casseroles qui tombent par terre, ou la plupart du temps, tout simplement le bruit d'un avion, comme si on était un réacteur. Donc ça, oui, et ça accompagne en fait l'état vibratoire.
Comme si peut-être le cerveau ou peut-être autre chose était en train d'interpréter un phénomène qu'il ne connaît pas forcément bien à la base. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Dans tous les cas, je vous laisse sur ce paragraphe. On va se retrouver très bientôt pour la vidéo consacrée à l'atelier Sortir du corps Bordeaux. Je rappelle qu'il reste des places pour Lyon et très bientôt, c'était en début décembre, et pour fin janvier avec Paris. Merci encore pour votre présence et votre écoute. Je vous retrouve très vite. C'était le Voyageur de la Conscience. À bientôt.